Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K, car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Tout soit déjà en place, comme si le roman ne commençait pas avec cette première phrase, mais qu'il reprenait une procédure entamée ailleurs, dans un lieu que nous ne voyons pas et dont nous ne saurons rien. Étonnamment, cette phrase tue tout suspense d'entrée. Elle supprime un potentiel mystère à résoudre et elle installe d'emblée une situation irrévocable. Un homme est arrêté, il n'a rien fait de mal et le titre du roman l'annonce, on va suivre son procès. Bienvenue dans Brume littéraire, le podcast dans lequel on vous raconte les grandes œuvres de la littérature. Vous l'aurez compris, au programme aujourd'hui, le procès écrit par Franz Kafka. Et si on revient à cette première phrase, elle n'a pas de violence en elle, juste une tranquillité avec laquelle l'injustice semble admise. Il n'y a pas de descente de police, pas de vitres qui se brisent ou autre. Il n'y a pas de régime clairement nommé, pas de dictateur, pas d'idéologie proclamée qui viendrait expliquer tout ce qui se passe. Il y a simplement une décision, déjà prise, déjà appliquée d'ailleurs. Et un homme qui se retrouve sans transition dans la position de l'accusé. C'est déjà un signe fort de Kafka, qui ne commence pas par un crime, comme a pu le faire Dostoïevski dans Crime et Châtiment, dont nous parlions dans un précédent épisode. Ici, c'est une situation absurde dans sa simplicité même. Joseph K est arrêté, mais il peut continuer à aller travailler. Il est accusé, mais on ne lui dit pas de quoi. Il est pris dans un procès dont il ne connaît ni la nature, ni l'instance qui le conduit. Et très vite, on comprend qu'on ne saura jamais, ni nous, ni lui, de quel crime on l'accuse. La culpabilité précède toute explication. Contrairement à 1984, on n'est pas dans une dystopie, et le narrateur le dit lui-même, K vivait pourtant dans un état constitutionnel. La paix régnait partout, les lois étaient respectées. Oublions donc l'idée d'une littérature politique, où le pouvoir s'affiche, se proclame, impose sa logique par la force. Ici, les hommes qui viennent arrêter K semblent même maladroits, presque ordinaires. Et pourtant, à travers eux, quelque chose agit avec une efficacité implacable. C'est peut-être ça, le premier vertige du procès. Personne ne paraît réellement responsable, mais la procédure avance. Personne ne semble détenir le pouvoir absolu, mais tout obéit à une logique invisible. Le monde que Kafka dessine n'est donc, vous l'aurez compris, pas celui d'un état totalitaire reconnaissable. C'est celui d'une machine sociale qui fonctionne sans centre apparent. Chaque rouage participe à un mouvement dont il ne maîtrise ni l'origine ni la finalité. Et si cette phrase du roman contient déjà tout, c'est parce qu'elle nous fait entrer immédiatement dans une logique où la question n'est plus « qu'a-t-il fait ?», mais « comment vivre quand on est déjà considéré comme coupable ?» Et ce roman, qui commence par une arrestation sans éclat, on n'aurait pas l'occasion de le lire si un homme avait obéi à la dernière volonté de son ami. En 1921, Franz Kafka écrit à Max Brod et lui demande très explicitement de brûler tous ses manuscrits non publiés après sa mort. La demande est claire, répétée, confirmée encore dans les conversations qui les lie jusqu'au dernier mois de sa vie. Max Brod connaît la valeur de ses textes, il sait ce qu'ils portent. Et Kafka, qui connaît parfaitement son ami, sait sans doute aussi qu'il ne les détruira pas. Il y a donc déjà là une sorte de première ambiguïté. Demander à quelqu'un de détruire nos manuscrits tout en sachant qu'il ne le fera pas. Et lorsque Kafka décède en juin 1924, à 40 ans, le procès n'est pas achevé au sens éditorial du terme. Le roman a été rédigé principalement entre 1914 et 1915 avec des révisions ultérieures. Mais il reste fragmentaire dans son organisation. C'est Max Brod qui choisit de le publier en 1925 en assumant ce qui ressemble à la fois à une trahison et un acte de fidélité. Sans cette décision, il n'y aurait pas eu de procès pour nous. Et il y a un détail essentiel, presque architectural. Max Brod affirme que le premier et le dernier chapitre ont été écrits simultanément. L'arrestation et l'exécution forment un cadre ferme, presque indiscutable. Ce qui se déploie entre ces deux points a été ordonné après coup par Brod, à partir des manuscrits laissés par Kafka.
Cela donne au roman une forme singulière. Il commence par une arrestation, il se termine par une mise à mort, et entre deux s'étend un espace incertain. Un dédale de scènes, de démarches, d'entretiens, comme si la trajectoire était fixée dès l'origine, mais que le chemin, lui, restait volontairement trouble. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous n'aurez pas les mêmes textes entre les mains selon l'édition du livre que vous avez décidé de vous procurer. En tout cas, le début et le dernier chapitre sont fixés et ils sont semblables dans toutes les éditions. Ainsi, avant même d'entrer dans le détail des audiences et des couloirs, nous savons que le mouvement est irréversible. L'arrestation n'est pas le début d'une enquête qui pourrait innocenter, elle est la première borne d'un parcours qui mènera d'ailleurs vers un terme déjà inscrit. Entre ces deux extrémités fixes, le roman ressemble à un labyrinthe dont l'issue est connue, mais dont la logique interne demeure insaisissable. Alors revenons au matin, à la chambre, à l'instant où tout bascule. Joseph K. se réveille dans sa chambre de pensionnaire et au lieu du petit déjeuner habituel, ce sont deux hommes qui entrent. Ils ne portent pas d'uniforme, n'ont aucune autorité spectaculaire, pas vraiment de mandat non plus. Leur présence est presque administrative, ils lui annoncent qu'il est arrêté avec une sorte de politesse opaque, comme s'il s'agissait d'un malentendu que l'on n'a pas le temps d'éclaircir. Contrairement à ce qu'on attendrait en temps normal, Joseph K. reste libre de ses mouvements. Il continue à vivre et à aller travailler. L'arrestation ne retire pas la liberté physique, elle installe autre chose, quelque chose de plus diffus, de plus profond, elle crée une condition. Et c'est là que le vertige commence. Le pouvoir ne se met pas en scène, il ne cherche pas à être reconnu. Ce n'est pas une satire politique au sens classique du terme, ce n'est pas une dénonciation d'un état précis, et ce n'est certainement pas une dystopie à la manière d'Orwell, comme on l'a dit en introduction, c'est plus insaisissable que cela. Le procès ne descend pas d'une justice verticale, dont le sommet aurait pris une décision spectaculaire. Il circule, il traverse les murs de la pension, il se glisse dans les regards des voisins, il s'invite chez les collègues, il prend la forme de petites autorités, de messagers, d'intermédiaires qui semblent eux aussi n'être que des exécutants. Horizontalement, le procès se diffuse dans le tissu ordinaire de la vie sociale. Verticalement pourtant, il existe bien une hiérarchie. Des juges, des instances supérieures, mais elles restent hors d'atteinte, reléguées dans des bureaux que l'on ne voit pas, dans des étages que l'on n'atteint jamais. Alors, personne ne semble véritablement responsable. Aucun personnage ne se présente comme le centre du pouvoir. Et pourtant, la machine fonctionne avec une précision étrange. Les convocations arrivent, les audiences se tiennent, les dossiers circulent, et puis l'accusation progresse, même si son contenu demeure invisible. Dans le procès, personne ne commande et pourtant, tout le monde obéit. La situation de K s'impose tout naturellement. Les deux hommes qui l'arrêtent ne paraissent pas convaincus d'accomplir une mission héroïque, ils accomplissent simplement une tâche. Ils savent que le soir, ils vont rentrer, qu'ils seront payés pour leur travail, et c'est tout. Ils appartiennent simplement à un mécanisme dont ils ne sont ni les initiateurs, ni les maîtres. Et K, face à eux, cherche encore une explication raisonnable. Un malentendu à dissiper, une erreur administrative, peut-être, qu'il faut corriger. Mais le roman ne lui offre pas cette consolation. Plus il tente de comprendre qui l'accuse, plus le système se dérobe. Plus il cherche un centre, plus il découvre un réseau. Et au final, il ne sait même pas où aller chercher les réponses. Il y a une circulation continue de procédures, de formulaires implicites, de paroles qui se répondent, sans pourtant jamais se résoudre. Dans le procès, personne ne commande, et pourtant, tout obéit. Et c'est cela qui rend ce monde si troublant. Il repose sur une organisation diffuse, où chacun semble faire sa part sans jamais saisir l'ensemble. Le procès n'est pas une exception, il est intégré au quotidien. Il ne suspend pas la vie de K. Il s'y superpose, il l'accompagne, il la transforme imperceptiblement. Et K, à ce stade, croit encore qu'il suffira de comprendre pour s'en sortir.
Arrive alors la première convocation, presque comme une formalité. On lui indique une adresse, un dimanche matin, sans autre précision. K s'y rend avec l'idée qu'il va enfin clarifier la situation, qu'il suffira d'exiger des explications pour dissiper l'absurde. Mais plus il s'enfonce dans l'immeuble, plus l'espace lui-même semble participer au procès. Il monte les escaliers étroits, traverse des couloirs, passe devant des portes entr'ouvertes. Rien ne ressemble à un tribunal. Il faut demander, hésiter, se tromper d'étage. Et finalement, tout en haut, dans les combles, derrière une simple porte, il découvre une salle surchauffée où un public déjà installé l'attend. Et quelle déception. C'est pas un magnifique tribunal, dans une architecture magistrale qui l'attend. C'est une salle toute simple où la justice ne descend pas du haut d'un perron monumental. Pas de silence solennel, les gens parlent, chuchotent, observent. Le juge, ou celui qui en tient lieu, ne domine pas la scène par sa stature. Il préside à quelque chose qui ressemble davantage à une réunion improvisée qu'à une instance suprême. K tente de prendre la parole, de dénoncer l'absurdité de la situation, d'exiger que l'on précise l'accusation. Il croit encore que le procès est une affaire de contenu, qu'il suffira de mettre en lumière l'incohérence du dossier pour en révéler le vide. Sauf que même lui finit par comprendre que la procédure importe davantage que la vérité. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, c'est la manière dont il s'inscrit dans le déroulement prévu. La salle réagit. Elle rit parfois, elle murmure. Le public n'est pas extérieur au procès, mais il en fait directement partie. Il participe à cette étrange théâtralité où chacun semble jouer un rôle, dont les règles restent assez floues. Le temps avance et pourtant, aucune preuve n'apparaît. Aucun chef d'accusation n'est formulé clairement. L'accusation existe sans contenu, comme une forme vide que l'on remplit de gestes, de paroles et d'attitudes. Et on le comprend assez vite, on ne cherche pas vraiment une faute précise. On a affaire à autre chose, presque un procès du procès lui-même. K ne défend plus une action, il tente de justifier l'existence même d'une procédure qui ne se justifie jamais. Il interroge le fonctionnement, mais le fonctionnement se nourrit de cette interrogation. Plus il proteste, plus il s'enfonce dans la logique qu'il voudrait démonter. La justice est artisanale, bricolée, comme si elle montait, se démontait au gré des besoins. Et c'est en grande partie pour ça qu'on ne peut rien faire contre elle. On ne peut pas s'attaquer à un monument. On peut au moins en voir les contours, mais comment lutter contre une organisation qui semble se recomposer à chaque instant, qui ne repose pas sur une grandeur spectaculaire, mais sur une succession de petites scènes, de petites décisions et de petits rouages. Dans le procès, personne ne commande et pourtant, tout obéit. Et en quittant cette première audience, qui sera la seule du livre d'ailleurs, K n'a rien appris de décisif. Il ne sait ni de quoi il est accusé, ni qui l'accuse. Il se rend juste compte qu'il a face à lui un système inébranlable, dont tout le monde est victime, sans pour autant qu'il n'y ait de responsable. K n'a d'autre solution que de chercher des issues. Après cette première audience, K entre dans le système. Il arrête d'essayer de comprendre les raisons de son procès, mais plutôt, il cherche la manière de s'en sortir. Il cherche des appuis, des relais, des médiations. S'il existe une procédure, pense-t-il encore, il doit bien exister une manière correcte de s'y inscrire. Et c'est ainsi qu'apparaît l'avocat, une figure étrange à la fois puissante et impotente. Il est vieux, malade, alité, entouré de dossiers qui s'entassent comme des preuves d'une activité incessante dont on ne voit jamais l'aboutissement. Dans sa chambre sombre, les affaires circulent. Les clients attendent, les démarches s'accumulent. On parle beaucoup. On promet des interventions discrètes, des contacts dans les hautes sphères du tribunal, mais rien ne semble jamais décisif. La défense devient elle-même un espace bureaucratique, un prolongement de ce labyrinthe. K découvre alors que le tribunal est partout. Dans les greniers surchauffés où des employés épuisés classent des papiers à l'infini, dans les couloirs étroits où l'air manque, où la chaleur oppresse,
Le système, c'est justement cette accumulation de gestes administratifs, de signatures, de visites, de conversations à demi murmurées. Et puis, il y a Titorelli, le peintre officiel du tribunal. Qu'elle rencontre dans un atelier tout aussi étouffant, encerclé par de jeunes filles. Là encore, rien de grandiose. Mais il semblerait que c'est en partie dans ce type d'espace que l'on négocie ses destinées. C'est Titorelli qui formule avec le plus de clarté ce que le système permet réellement. Il n'existe, dit-il, en substance que 3 issues possibles. Premièrement, l'acquittement réel, qui libérerait définitivement l'accusé, mais qui n'arrive jamais. Deuxième possibilité, l'acquittement apparent, qui donne l'illusion d'une libération tout en laissant le dossier ouvert, prêt à être réactivé à tout moment. Et troisièmement, il y a l'atermoiement illimité, qui suspend la procédure sans conclure. Maintenant, l'accusé est dans un état d'attente perpétuelle. Et c'est avec cette rencontre qu'on comprend définitivement que le roman n'est pas une enquête. On arrête de vouloir trouver une quelconque vérité, un quelconque crime. Ce qui demeure, c'est ce système qui cherche à organiser des degrés de culpabilité, à gérer des positions dans le temps. Le tout est moins de sortir du procès que d'apprendre à vivre avec. Et au cœur du roman, Kafka glisse une parabole, une sorte de miroir du livre lui-même. Un homme se présente devant la loi. Une porte est ouverte. Un gardien lui dit qu'il ne peut pas entrer pour l'instant. L'homme attend. Il attend toute sa vie. Il pose des questions, tente de comprendre, supplie presque. Le gardien lui dit simplement « pas maintenant ». Et à la fin de sa vie, l'homme demande pourquoi personne d'autre n'a cherché à entrer. Et le gardien lui répond que cette porte n'était destinée qu'à lui, et qu'on va maintenant la fermer. La morale de cette parabole est que la loi n'est pas inaccessible, elle est simplement différée. Et l'attente faisait partie du dispositif. Et c'est exactement la même chose pour notre procès. L'accès à la justice est indéfiniment suspendu. L'innocence n'est plus une option. La question est juste de savoir sous quelle modalité la culpabilité sera administrée. Le livre et la société décrite reposent sur une procédure qui se suffit à elle-même, qui produit ses propres règles, ses propres délais, ses propres simulacres de solutions. L'autorité n'est pas une figure identifiable, elle se diffuse dans les pratiques, dans les couloirs, dans les ateliers, dans les chambres où l'on classe les dossiers. Et alors qu'on avance dans le livre, K multiplie les démarches. Mais quelque chose change. Au début, il se savait innocent et attendait qu'on le reconnaisse comme tel. Désormais, il anticipe les reproches, il prépare des justifications, il s'explique avant même qu'on ne l'interroge. Même seul, il se défend, même en l'absence d'audience, il reformule mentalement ses arguments. Et il va même jusqu'à entrer en contact avec les personnes qu'il pense utiles. Il pense que ce ne sont pas les faits qui le sauveront, mais les contacts. Et c'est peut-être même là que le roman atteint son point le plus troublant. K n'est jamais contraint physiquement, pas besoin de l'enfermer. Une fois que l'accusé se perçoit lui-même comme tel, le travail est déjà accompli. C'est pas vraiment la vérité que cherche le système, c'est plutôt la gestion de la culpabilité. Et lorsque toutes les issues proposées ne sont que des variantes d'un maintien dans la faute, lorsque l'innocence ne peut plus être pensée comme une possibilité réelle, alors il ne reste qu'une trajectoire. Le cadre posé au début se resserre, l'arrestation appelait une conclusion. La fin du roman arrive de manière assez inattendue et assez brutale, comme le tout début du roman. 2 hommes se présentent à nouveau. Ils ne sont pas plus spectaculaires que les premiers. Ils viennent chercher K. Cette fois, le personnage principal ne proteste presque plus. Il les suit, ils traversent la ville, sortent des rues habitées, atteignent un terrain vague dans une carrière abandonnée. Ils sont seuls et personne d'autre qu'eux, et le lecteur, ne va assister à ce qui se passe. L'un des hommes sort un couteau, et c'est loin des juges, loin des articles de loi, que se termine l'histoire et la vie de K. 1 an très exactement après le jour de son arrestation. Pas de jugement proclamé.
pas de sentence lue à haute voix. Aucun article de loi invoqué. La procédure s'achève sans cérémonie. Et lorsque le couteau s'enfonce, Kafka écrit cette dernière phrase terrible. « Comme un chien », dit-il. C'était comme si la honte dût lui survivre. Cette image l'abaisse, décrit la scène, mais elle réduit aussi l'homme social, l'employé, le voisin, le sujet rationnel qui cherchait des explications à une existence nue, dépouillée de tout cadre juridique, de toute dignité publique. Ce qui demeure dans ces dernières lignes, c'est la honte. Pas celle d'une faute commise, mais cette honte existentielle. Ce n'est pas « j'ai mal agi », c'est « je suis en défaut ». Et c'est peut-être là qu'on trouve le véritable et le seul verdict du livre. On a une honte diffuse, presque inexplicable, qui semble survivre à la vie elle-même. Comme si le véritable accomplissement du procès n'était pas la mort, mais l'acceptation progressive de la position d'accusé. Chacun de nous joue son rôle dans la société. Et on avait besoin que K accepte le sien, qui était celui de l'accusé qui cherche à se défendre, organise sa vie autour de cette accusation sans contenu. Une fois cette transformation accomplie, la fin pouvait survenir sans éclat, comme la conclusion logique d'un mouvement enclenché dès la première phrase. Car tout était déjà là, dans cette ouverture si calme, presque neutre. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K, il fut arrêté, il était coupable, avant même de savoir de quoi. Et en fait, quand on referme ce livre, on se rend compte qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Les deux seules vraies actions sont l'arrestation de K, au tout début du livre donc, et sa mort à la toute fin. Entre deux, Kafka construit la sensation d'un monde qui fonctionne sans jamais se dévoiler. Le procès de Joseph K ne descend pas d'un trône. Il ne s'incarne pas dans un tyran reconnaissable, il circule horizontalement. Il traverse les voisins, les collègues, les couloirs, les greniers surchauffés, les ateliers étroits. Verticalement, il suppose une hiérarchie, des juges, des instances supérieures, mais elle demeure inaccessible, presque abstraite. Personne ne semble tenir la barre, et pourtant, la trajectoire ne dévie jamais. Dans le procès, rappelons-le, personne ne commande, et pourtant, tout obéit. C'est peut-être aussi ça, d'ailleurs, qui rend le roman si contemporain, si dérangeant. Le monde décrit n'est pas manifestement injuste, où l'arbitraire serait criant et dénonçable. Il décrit un monde où la justice existe, où les procédures s'enchaînent, où les convocations arrivent, où les audiences se tiennent, mais où la raison d'être du système s'est perdue en chemin. La culpabilité n'est pas la conséquence d'une faute, elle est une position que l'on occupe presque naturellement. Kafka nous montre un monde où la justice fonctionne sans que personne ne sache pourquoi. Pour moi, c'est là que réside la force du roman. Il nous invite à éprouver ce que signifie vivre dans une structure qui vous précède, vous encadre, vous définit, sans vous expliquer ce qu'elle attend réellement de vous. On grandit, on se développe dans une structure qu'on ne comprend pas toujours et dans laquelle on ne cesse d'essayer de trouver sa place, ou pourrait-on dire son rôle. Si cet épisode vous a donné envie de plonger ou de replonger dans le procès ou de le découvrir autrement, alors il a déjà commencé son propre travail. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Brume littéraire. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez soutenir le podcast, le moyen le plus simple est de lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui permet au podcast de trouver d'autres auditrices, d'autres auditeurs, d'autres lectrices, d'autres lecteurs, avec un rendez-vous mensuel. On se retrouve très vite sur le podcast Brume littéraire.